de façon accélérée finalement maintenant le docteur Johan Lindahl, qui est secrétaire général du Conseil de production européenne dans le domaine solaire. Il va parler en anglais. Et je suis vraiment très curieux d'entendre ce qu'il va nous dire sur ce qu'il pense que seront les évolutions en la matière et notamment quel rôle le SMC va jouer. Thank you very much. It's a pleasure to be invited here and to give an overview on Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour vous donner un aperçu des dernières évolutions. Selon notre point de vue, dans tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans l'Union européenne? Je pense que cela va changer un certain nombre de choses. Speech from our friend from EIA, but what he was saying is that peut-être d'abord quelques informations importantes. Donc, à l'avenir, le PV va se développer davantage au niveau mondial aussi, va percer au niveau mondial. Nous voyons qu'il y a de plus en plus de nouvelles installations à l'échelle mondiale et notamment en Europe. Dans l'Union européenne, il y a un nouvel objectif, c'est les 750 gigawatts d'ici à 2030. Et pour atteindre cet objectif, comme vous le voyez à l'écran, vous voyez combien doit être ajouté chaque année pour donc atteindre cet objectif. Donc il y a encore du pain sur la planche. La croissance doit être accélérée sur le marché européen, mais aussi au niveau mondial. Mais pour l'instant, les capacités de production sont encore restreintes. Si nous regardons l'année 2020, on voit ici qu'on a produit seulement une partie minuscule de ce que nous devrions produire pour atteindre notre objectif. Pour le silicone, ça se passe relativement bien, mais concernant les wafers et les lingots, nous n'avons pas assez de capacité de production en Europe. Donc, il faut importer beaucoup pour l'instant. Nous avons donc interprété des données qui nous proviennent des douanes, et on voit ici une évolution négative, donc une augmentation des importations. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'importations de Chine. Évidemment, la Chine a une longueur d'avance. C'est en Chine que 95% de tous ces wafers sont produits. Donc, la Chine a pour l'instant encore le monopole sur ce marché. Nous devons donc trouver un équilibre. Vous voyez ici des valeurs permettant d'équilibrer la situation. Nous aurons donc aussi une croissance à l'avenir. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Si nous regardons les importations pour la Suisse maintenant, là aussi, nous voyons une forte dépendance de la Suisse par rapport à la Chine. Donc, nous importons beaucoup de produits directement de Chine et d'Europe. Les valeurs d'importation, vous les voyez ici. Alors, la question à laquelle il convient de répondre, c'est pourquoi la Chine est aussi dominante. Quel est son avantage? This is a study that McKinsey did in collaboration with us at ESMC. And they had a look at production cost in different regions. Voici une étude de McKinsey. Donc, on a analysé les coûts de production dans les différentes régions. Il y a une grande différence, évidemment, entre la Chine et l'Europe, environ 7,3 $ selon les estimations, mais on pourrait diminuer cette différence si on peut favoriser la production en Europe. Lorsque nous regardons ces chiffres, il faut voir une image un peu plus globale. Alors, il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là.
En Europe, nous avons plus de courants à gérer, notamment en raison de la situation du conflit en Ukraine, la crise énergétique. Donc, nous avons d'autres problèmes à gérer en Europe. Aussi, les coûts de matériel, évidemment. Le matériel est plus cher en Europe. En Chine, on travaille de manière plus intégrée le long de la chaîne de création de valeur. Et là, il y a encore du potentiel à exploiter en Europe. Donc, c'est ce qui fait cette différence de 7,3 $ par watt. On peut équilibrer la situation. Nous avons des coûts de distribution moindres en Europe et nous pouvons économiser aussi ailleurs. Si on pouvait favoriser la production, on pourrait diminuer davantage ces dépenses, mais nous resterons quand même à une différence d'environ 3 $ par watt. On pourrait équilibrer cette différence en appliquant des subventions de l'Union européenne, ou alors on pourrait regarder comment on pourrait équilibrer la situation parlant de compensation de notre empreinte CO2. On voit ici donc que la Chine a une empreinte carbone de 30 à 40% supérieure à l'Europe et donc on peut dire que les prix ETS donc dans l'Union européenne sont de 60 à 80 € par tonne. Donc nous pourrions justement équilibrer cette différence en matière d'empreinte carbone. Mais il ne s'agit pas simplement des coûts de production. Nous voyons aussi d'autres aspects. Il y a une espèce de course entre les grandes puissances. Et là aussi, nous devons essayer de rattraper notre retard. Nous voyons qu'à l'avenir, il y aura de grandes sources d'énergie qu'il faut exploiter et les grandes puissances l'ont déjà compris, évidemment. Donc, nous devons rattraper notre retard. Si on regarde la Chine ici, une fois avec subvention ou une fois sans subvention, on voit ici les coûts pour l'eau, mais aussi d'autres dépenses en lien avec la législation, notamment en ce qui concerne le droit du travail. Ensuite, il y a les subventions étatiques. Alors là, les règles sont évidemment contraignantes pour l'Union européenne. Et si on prend encore les coûts d'exploitation, si on ajoute cela aux coûts de production, eh bien, nos coûts sont toujours supérieurs en Europe. Et donc, pour nous, c'est toujours plus rentable d'importer les produits de Chine. Dans d'autres régions du monde, on a déjà pris quelques mesures pour lutter contre cette situation défavorable de l'Europe et pour lutter contre la dominance de la Chine, finalement. Donc, il s'agit aussi de réduire l'inflation et d'autres aspects qui permettent de réduire d'un tiers les coûts de production. Donc, c'est ce qui concerne les subventions étatiques. Ensuite, il faut ajouter l'autre différence de prix en Chine. Si on prend encore en compte les États-Unis, si on regarde l'évolution à l'intérieur des États-Unis, on voit que là aussi, il y a des subventions. Là aussi, la politique fait un pas vers l'industrie pour la soutenir. Si on prend l'Inde, tout à droite, ici, les subventions ne sont peut-être pas aussi élevées qu'aux États-Unis, par exemple, mais là, les frais d'importation ne sont pas les mêmes qu'en Chine, par exemple. Jusqu'à présent, la Chine a donc une longueur d'avance, mais l'Inde est également dans la course et je pense que jusqu'à il y a 2-3 semaines en arrière, l'Europe n'était même pas un acteur, ne faisait même pas partie de cette course sur ce marché.
Donc, il faut investir maintenant dans les technologies propres, dans les industries clean tech. Subsidize their industries has been very sort of important for you, EU, for a long time. À l'époque, on disait que les États membres ne peuvent pas avoir de subventions dans leur propre industrie, mais à partir du mois de décembre 2025, ces subventions pour les industries clean tech seront permises. Et donc, à ce moment-là, les informations doivent être transmises et il faut aussi prendre en compte les coûts d'investissement. Il peut y avoir une augmentation de quelques pourcents, 5% dans certaines régions, par exemple. Donc, certaines régions seront considérées comme avoir besoin de ces subventions. Et donc, on procédera à une classification en utilisant des lettres. C'est pour ça qu'on voit ici les lettres C et A, par exemple. Il faudra donc soutenir les différents États membres en ce qui concerne les charges d'investissement, mais aussi en ce qui concerne de combler des lacunes de subventions, etc. Donc, il existe un certain nombre de réglementations déjà dans l'Union européenne qu'il faut prendre en compte. Sur cette carte, vous voyez la situation actuelle dans l'Union européenne, notamment en Espagne, en Italie et au Portugal. Et ici, les régions doivent atteindre 75% du PIB moyen. Donc, les États membres ont aujourd'hui l'autorisation de trouver une solution à ces problèmes. Évidemment, il faut prendre en compte tous les détails. Il faut se demander ce que l'on doit atteindre exactement pour obtenir ces subventions dans les différentes régions. Et dans l'industrie du solaire, nous essayons de vraiment comprendre quels sont les obstacles qu'il faut surmonter et de mieux comprendre quels États membres pourront mieux profiter de ces subventions pour créer de l'emploi, aussi pour identifier de nouvelles opportunités sur ces marchés. Et si on arrive à prouver qu'il y a des projets d'industrie à soutenir, qui seraient peut-être mieux soutenus aux États-Unis ou ailleurs, à ce moment-là, on peut justement profiter de cette nouvelle réglementation de comblage des lacunes de subventions. Donc, je vais vous faire regarder les détails, mais en tout cas, ces réglementations existent. Il y a aussi d'autres règles qui sont simplifiées, à savoir la Commission européenne a exigé que tous les États membres remanient leur plan de relance et de résilience. Et donc, il y a des nouveaux fonds qui sont maintenant mis à disposition des États membres pour relancer l'économie justement après la pandémie. Il y a aussi des fonds de transition équitables. Il s'agit de renforcer les États membres et il faut donc, comme déjà évoqué, que les États membres remanient leur plan de relance et de résilience. Donc, les États membres qui ont besoin des subventions européennes peuvent recourir à ces subventions pour financer des industries clean tech sans devoir toucher à leur propre budget étatique. Donc, nous espérons vraiment que les États membres saisissent ces opportunités et qu'au niveau national, il y aura donc plus d'investissements dans l'industrie clean tech et que ce sera notamment appliqué au domaine du solaire. Ensuite, il y a d'autres projets dans l'Union européenne, cette alliance de l'industrie solaire PV. Là, l'écosystème pour le solaire en Europe doit être renforcé et à partir de 2035, il doit y avoir des projets.
visant à renforcer justement cet écosystème et d'obtenir les 30 gigawatts de production PV tout au long de la chaîne de création de valeur. Alors oui, c'est un objectif ambitieux. 2035, c'est bientôt, mais c'est ce qui est prévu par la Commission. Et puis, dans certaines régions, il existe la possibilité d'obtenir des fonds pour soutenir des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Ce sont ces Just Transition Funds. Là, il s'agit pour les régions qui étaient fortement dépendantes du charbon et d'autres énergies fossiles de réorganiser ces régions. Donc, s'il y a des projets dans ce domaine, il existe ce fonds spécial justement pour favoriser les énergies renouvelables dans ces pays concernés. Et c'est un budget de 10,4 milliards d'euros qui est mis à disposition à ce titre-là. Ensuite, il y a d'autres technologies qui dépendent moins des technologies carbone. Et là, il y a différents fonds qui sont aussi mis à disposition. Il existe encore l'éco-design, c'est un cadre légal aussi, donc là il s'agit vraiment d'introduire un standard de réglementation pour tout ce qui concerne la branche, le secteur de l'électronique, et là, ça doit également inclure à l'avenir les installations photovoltaïques, notamment pour les ménages privés. Donc, ce règlement, ce cadre légal est en cours d'élaboration et ensuite, il sera appliqué. Côté ESMC, nous sommes en faveur de différents projets qui peuvent être avantageux, notamment ces projets pour ces intérêts européens communs. Cela concerne notamment des projets nationaux innovateurs qui respectent évidemment les réglementations européennes. Ce sont des projets sur la durée et nous espérons qu'au cours de ces projets, il y aura un grand soutien pour atteindre les objectifs d'ici à 2050. Certains États membres sont probablement plus rapides que d'autres dans la mise en œuvre. Sur le long terme, nous souhaitons également des modules qui prennent plus en compte la part sociale, notamment en ce qui concerne les émissions. Si vous provoquez des émissions CO2 actuellement en Europe, comparé à la Chine, par exemple, on doit définir combien on doit payer pour avoir provoqué des émissions de CO2. Et donc, si d'autres fabricants ne doivent pas payer de taxes CO2, eh bien, c'est problématique. Et donc, c'est une situation qu'on souhaiterait rétablir. Pour conclure, j'ai envie de dire que c'est pour la première fois que l'industrie du solaire a de bonnes chances dans l'Union européenne. On a facilité un certain nombre de choses au niveau étatique. Après, est-ce que ce sera vraiment appliqué à tous les États membres? Ça, c'est encore quelque chose qu'il faudra voir. Mais en tout cas, nous avons déjà créé un certain nombre de possibilités d'avancement dans l'Union européenne, aussi en ce qui concerne les volumes. On a aujourd'hui des volumes bien plus grands pour essayer d'être sur la même longueur d'onde que les États-Unis ou la Chine. Donc, il faut miser sur les bons sites pour minimiser les coûts, mais aussi pour vraiment s'attaquer aux sites économiques les plus énergivores, finalement. Et là, les technologies les plus récentes seront évidemment très importantes afin que les coûts de production seront moins chers
dans l'Union européenne. Nous avons une longueur d'avance côté technologie en Europe, mais les États membres et la Commission européenne doivent nous soutenir d'un point de vue politique pour atteindre nos objectifs. Et si la Chine est plutôt réactive, c'est plus difficile pour nous, donc nous devons surveiller de près ce que fait la Chine en la matière. Les différents acteurs, les différentes parties prenantes doivent également se concerter. Au niveau de l'Union européenne, les produits européens doivent être déclarés comme produits premium pour pouvoir aussi finalement facturer le prix en conséquence. Et puis, pour terminer, nous avons besoin d'un écosystème qui permet de combler les lacunes dans la chaîne de création de valeur pour pouvoir gérer de manière efficace aussi des situations de difficultés de livraison ou autres problèmes d'approvisionnement. In addition to what just happened in the EU with the lift state aid rules, I think there's a possibility that we could have a paradigm shift now and see. Nous voyons que l'Union européenne a beaucoup travaillé ces derniers temps. Il y a un certain changement de paradigme et donc à l'avenir, probablement, l'image qui se dresse à l'horizon européen sera différente. Mais il y a encore beaucoup de travail. Nous devons fournir un effort. Nous ne pouvons pas baisser les bras et simplement laisser la Chine et les États-Unis occuper cette industrie et l'Union européenne dépendra encore plus de ces pays-là à l'avenir. Donc, c'est ce qu'il convient d'éviter.